Donc en fait, les storyboarders, nous on intervient après le scénario. Il y a un scénario, à partir de ce scénario, donc il y a des gens qui vont créer des décors, ce qu'on appelle des décors de référence, c'est-à-dire si j'en sais rien, s'il y a une salle de concert, ils vont juste faire une vue de la salle de concert pour qu'on ait vraiment une idée de comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle est faite. Pareil pour les personnages, il y a des gens qui vont créer le character design, les personnages de face, de profil en général, 3/4. Et là, le storyboarder, il récupère tout ça, le scénario, les dessins de personnages, les dessins de décors. Et basiquement, en fait, on va faire quasiment tout l'épisode ou toute la séquence, si on est sur un long métrage. On va réfléchir à toute la séquence en termes de mise en scène. Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'on met la caméra? Est-ce que ça va être un plan large? Est-ce que ça va être un profil? Une plongée, une contre-plongée? Est-ce que ça va être plein de plans très rapides, des plans longs? On va réfléchir à l'acting. Est-ce que le personnage il est assis quand il parle? Est-ce qu'il est debout quand il parle? En gros, on fait un peu tout le truc, mais en croquis, c'est-à-dire avec des dessins pas trop finis, juste les poses importantes. Ce storyboard, si ensuite il est validé par le réalisateur ou les chaînes ou les chaînes, là ensuite, il y a une armée d'animateurs qui vont, en partant du storyboard, réaliser les 293 milliards de dessins qu'il faut avec les couleurs, les ombres, etc. Donc moi j'ai tendance à penser qu'on a la partie cool, voilà. Et ouais, grosso modo, voilà ce que je peux vous dire sur le métier. Et je pense, donc voilà, comme je vous disais, moi j'ai bossé sur pas mal de séries, très peu de longs métrages. Le seul long métrage sur lequel j'ai travaillé, c'était le 2e Astérix, La Potion Magique. Sinon, j'ai surtout fait des séries, donc comme je vous disais, pas mal de Miraculous, de Steven Universe, de Last Man. Et je vais vous montrer ça si j'y arrive. Ouais. Tac, incroyable. Et grâce à mes chers amis de Cartoon Fantasy, j'ai pu avoir des super montages en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris mes storyboards et ils ont mis à côté en comparaison l'épisode final. Parce que je pense que c'est, enfin le produit final, quoi, l'image définitive, je pense que c'est un bon moyen en fait de voir à quoi ça ressemble. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Est-ce que vous connaissez Miraculous? Levez la main pour voir. On va le faire à chaque fois, c'est pas mal, j'aime bien moi. Il y a plus de mains qu'il y a de gens. Ouais. Waouh. Si vous connaissez vachement bien, levez 2 mains. Les pieds. Et moi, Miraculous, c'était en 2014 que j'ai bossé dessus et c'était sur la toute première saison. À l'époque, on ne savait pas que ça allait devenir un tel carton. Et du coup, je vais vous montrer cette scène parce que je crois qu'en général, les gens la connaissent bien. C'est la séquence du parapluie. Et donc à gauche, c'est mon storyboard, à droite. Voilà. Salut. Je voulais que tu saches que la dernière fois, j'essayais de décoller le chewing-gum de ton siège. C'est vrai, tu sais. Je suis jamais allé à l'école avant. J'ai jamais eu d'amis. Tout ça, pour moi, c'est un peu nouveau. À demain alors. Oui, à main 2. Enfin non, à matin demain. Enfin, pourquoi je bafouille, moi? Moi, j'ai bien une petite idée. C'est ton premier jour d'école et tu as déjà une amoureuse. Tu dis n'importe quoi, c'est juste une amie. Une amie. Excellent choix, maître. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. C'est beau l'amour. Alors voilà, donc, par exemple, pour un truc comme ça, moi j'ai eu un scénario assez précis. En tout cas, les dialogues étaient déjà écrits. Après, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le storyboarder, il a quand même une grosse marge de liberté. Tu vois, vous voyez. Si je me souviens bien, quand j'avais bossé là-dessus, par exemple, le fait que le parapluie se referme sur Marinette, c'est moi qui avais ajouté cette idée. C'était pas forcément au script.
Donc ça peut vous donner une idée en fait de jusqu'où un storyboarder peut amener une séquence. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Du coup, tu as quand même le droit de proposer des idées. Après, on en discute évidemment. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait un truc hyper croquis, avec un dessin par plan, où on a vraiment l'idée du plan large, profil, etc. On monte ça au réalisateur, et si c'est bon, après on a l'étape de clean. Donc je dis clean parce que ça reste pas du dessin fini, mais cependant, comme vous avez pu le voir, ça c'est quand même assez précis. C'est-à-dire que moi, comme j'aime bien le dire, un storyboard, c'est un mode d'emploi Ikea. C'est-à-dire que quand les animateurs, ensuite les décorateurs finaux, bref, quand la suite de la production récupère un storyboard, normalement, ils ne se posent pas de questions, en théorie. Alors j'ajoute à ça que moi, ça fait 10 ans que je fais du storyboard. Les premières années, c'était sur Photoshop. Et on faisait, là, c'était vraiment, comme vous avez peut-être dû voir dans des vieux bouquins Disney, c'était vraiment les planches avec 4 vignettes par planche, les gaufriers, on appelle ça. Maintenant, ça fait bien quelques années qu'on est passé complètement sur ordinateur, et en fait, bien souvent, c'est de la pré-animation ce qu'on fait au storyboard, parce qu'on s'occupe aussi du montage. On nous demande de monter, de faire le timing des plans. Est-ce que vous voulez que je vous montre des trucs? Alors, j'ai du Cassos, du Steven Universe, du Last Man. Si je vous propose Cassos, vous faites du bruit ou pas? D'accord. Si je vous propose Steven Universe, vous faites plus de bruit ou moins? Et Last Man? Bah, on peut partir sur Last Man, je pense. Alors, Last Man, c'est cool parce qu'en plus, c'est vraiment des petits extraits, ça va aller vite. J'avais travaillé notamment sur l'épisode en prison où il se bat contre des nazis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins de 13 ans ici? Parce que c'est un peu... Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Si c'est le cas, baissez-vous pour ne pas... Alors, je vois pas... Non, mais ça va, c'est des trucs soft que j'ai. Alors, Last Man, c'est intéressant, vous allez voir, il y a quelques petits changements par rapport au storyboard. Wow. Oh, regardez, c'est Tommy Katana, la jeune fiancée de Richard Aldana. Sacré petit lot, si vous voulez mon avis. Il y a quand même des énormes... Attention! Hé! Tu te courais! C'est ici qu'il faut grimper! Bonsoir tout le monde! C'est bien ici la réunion du club des micropénis? Voilà. Je vais en mettre un autre petit rapido. On peut essayer peut-être passer sur un Steven Universe pour varier un peu, ou vous Steven êtes chaud pour Last Man encore? Bon, comme vous voulez. Hein. On tourne? Bon. Ah bah tiens. C'est vous qui choisissez. Hein. Moi, alors Steven Universe, j'ai travaillé... je vais continuer à vous quand même expliquer un peu des trucs. Donc le storyboarder, il doit aussi prendre en compte les contraintes de la série. Donc typiquement, par exemple sur Ladybug, Miraculous, comme c'est une série en 3D, on peut se faire ce qu'on veut avec la caméra. On peut déplacer une caméra autour du personnage. Sur Last Man, c'est de la 2D, et c'était surtout de la 2D petit budget. Donc là, Last Man, on demandait au storyboarder, comme les dessins animés du Club Dorothée, de notre enfance à nous, pas la vôtre, on demandait au storyboarder de réfléchir à des plans où il y ait le moins d'animation possible. Donc c'est pour ça que par exemple, s'il jette la chaise, elle va juste passer en... On va pas la redessiner, on va juste la déplacer dans l'image, et c'est plein de triches comme ça. Steven Universe, alors moi j'ai travaillé sur Steven Universe Future, est-ce que vous l'avez vu? Cool. Comme, bon, bah, ceux qui l'ont pas vu, c'est spoiler. Tant pis des pour os, vous. pas des os. Alors j'ai bossé sur pas mal d'épisodes. Allez hop. Attends. Je vais pas tout mettre parce que c'est un peu long. Like I heard Yellow and you right now because he needs us this time. We all had Steven when we needed him, but the only person who's never had Steven is Steven. He's always been there for us. So how can we be there for him now? I know how. Okay, no time to waste. Yellow, make me as big as him. Right. Blue, lift everyone up. Of course. Everyone,
Get in line. You got it! It's time to show Steven some love. Sorry, buddy. I need you to stay here. Steven! Steven, when I fell apart, you were there for me. I want to be there for you now. I'm here, Steven. I'm here. Is this working? You hear us? Steven! I'm here, Snowball! Whatever you need! J'arrête parce que L'amour est plus fort que tout. Voilà. Alors sur Steven Universe, autre particularité du storyboard qui est plutôt rare, c'est que là dans Steven Universe on n'avait pas vraiment de scénario, on avait juste des très très gros résumés de l'épisode de 3 pages maximum, et on demandait au storyboarder en fait d'écrire les dialogues et d'approfondir le scénario. Donc du coup sur Steven Universe on est à la fois storyboarder mais aussi scénariste. Donc là c'est évidemment hyper intéressant pour un storyboarder. C'est pas compliqué de joindre les deux justement, ou le fait d'avoir plus de liberté justement ça vous aide à... En fait si t'es un bon match avec la série, là c'est génial, parce que tu fais de la fanfiction professionnelle du coup, enfin, t'es payé pour quoi, tu vois. Mais après on a quand même un cadre, tu vois, c'est-à-dire que si moi à un moment donné je veux que Steven il fasse du death metal, ça n'est pas arrivé. Mais tu le voulais? J'ai plutôt zouk moi. Après on avait quand même la créatrice du show, Rebecca Sugar, qui vérifiait ce qu'on faisait. Enfin c'était un travail organique, mais c'était beaucoup plus épanouissant que tiens voilà le scénario, dessine-le, point barre. Alors je sais pas où on en est au niveau du temps, je sais pas si vous voulez voir d'autres choses, et puis après je pense qu'on va passer aux questions. Je pense oui qu'on a encore peut-être le temps si tu veux nous montrer quelque chose, et sinon après on va passer aux questions. Si vous avez des questions pour ces deux personnes-là, je passerai dans les rangs afin de vous passer le micro. On a peut-être un dernier truc. Alors j'avais aussi travaillé sur un dessin animé qui s'appelle Loli Rock, je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, là il n'y a pas beaucoup de mains. On oublie, next. Levez la main, qui connaît Loli Rock? Ah quand même hein. Ça va, il y a quand même un peu de monde. Alors juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui connaissent Glitch Tex? Ah ouais, c'est pas la teuf. Ouais. Je sais pas, je peux vous mettre un dernier truc, soit le boulot que j'avais fait sur les Cassos, soit du Glitch Tex. Les Cassos, je pense que... Sur les Cassos, du coup, j'ai bossé que sur un seul épisode qui était assez particulier, qui sort complètement de la série. C'était la parodie de Smash Bros Melee. Je sais pas si vous l'avez vu cet épisode. Et du coup, moi, donc j'avais fait le storyboard. Donc là, comme c'était que de l'action, on m'a demandé de faire un truc quand même assez poussé. Et à la fin, il y a un rap en japonais. C'est moi qui l'a fait. Voilà. Alors attention. Le coco! Les fofos, les cassos. Quand dans la vie ça va mal, qu'il n'y a plus d'assistance sociale, toute la journée tu désespères, les gens te regardent de travers, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se mettre de la misère. Les fofos, les fofos, les fofos. Allez, salaud! Arrête de l'être! C'est beau l'amour. Ça change de ce qu'on a vu avant. Hein. Bon, Super. voilà, pour un petit aperçu de mon parcours et
de ce à quoi ressemble le métier de storyboard aujourd'hui. Question? Est-ce que, je vais passer parmi vous, micros, du coup, je vais faire passer le micro parmi vous. Est-ce que des gens ont des questions? Levez la main, je vois des questions là. Alors, quand une question est finie, vous relevez la main, parce que sinon je me souviens pas exactement d'où vous êtes. Alors, tenez. Bonjour, c'est une question pour Étienne. Est-ce que tu sens une grosse différence sur les productions 3D et les productions 2D par rapport au storyboard? Tu parlais de la liberté de bouger la caméra. Est-ce que du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu ressens cette différence, s'il te plaît? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, elle est gigantesque. Faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas dans les séries preschool, on va dire, la plupart des séries qu'on produit, c'est souvent ce qu'on appelle des séries animées en pantin. Donc en pantin, alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais grosso modo, c'est qu'on a le personnage qui est créé sur ordinateur, et on va juste déplacer les bras, les jambes, la bouche, des trucs comme ça. Dans une série en pantin, en 2D, en fait, tu ne vas pas pouvoir mettre ta caméra au-dessus du personnage, par exemple, parce que du coup, ça va demander de redessiner le personnage en plongée, ou pareil en dessous, c'est-à-dire que tu ne vas pas trop pouvoir faire une contre-plongée. Donc tu es souvent limité à du truc genre de face, quoi. De face, profil assez théâtral. Et ça, c'est des contraintes assez fortes. En 3D, vu que le personnage est modélisé, il est sculpté, comme une statue, comme un objet, en fait, toi, si dans ta narration, tu as besoin d'avoir un truc, ils sont sur les toits de New York, tu veux une caméra en dessous pour que ce soit impressionnant, on va jamais te dire « Ah non, ça va être galère à dessiner », parce qu'il n'y a pas de dessin, c'est de la 3D. Donc du coup, ne serait-ce que sur... Même sans parler des trucs un peu épiques, virtuoses, où la caméra va se balader, même un plan fixe, tu as beaucoup plus de liberté qu'en 2D, parce que tu peux mettre ta caméra absolument où tu veux. Donc ça, c'est une des principales contraintes, quoi. Enfin, différences, pardon. Question suivante. Oui, c'est pour Étienne. Je voulais savoir, tu as travaillé sur Steven Universe et sur Last Man et sur plein de trucs différents. Mais comment ça se fait? Je veux dire, Steven Universe c'est américain, Last Man c'est français, voilà, il y a des trucs. Comment c'est parce que tu es indépendant ou tu travailles, ça fait appel à d'autres pays? Comment ça se passe? En fait, alors j'ai bossé principalement en France quand même. J'ai un petit peu travaillé au Japon et j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Et c'est qu'en fait, à un certain stade, je suis pas un gros boss des réseaux sociaux, mais je poste quand même un peu mes trucs. En fait, j'ai eu du bol. Je pense qu'à un moment donné, ça a un peu circulé. Et en fait, un beau matin, j'ai reçu un email de Nickelodeon qui m'a proposé de me faire un visa pour aller aux États-Unis. Donc j'y suis allé. Donc pour Glitchtex en l'occurrence. Et ensuite, une fois là-bas, j'ai rencontré des gens, j'ai fait un petit peu mon trou et j'ai fini par bosser à Cartoon Network. Donc dans mon cas, ça me surprend moi-même de le dire, mais je crois que c'est pas mal Internet qui m'a fait connaître. Je ne sais pas si c'est le bon mot, je me permettrai pas, mais en tout cas qui m'a permis de voyager. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Pas trop? Merde. Attends, du coup, parle fort. Ah ouais, d'accord, plus sur le statut. On est le CDI n'existe pas. On est, alors attention, je vais dire un gros mot, on est intermittent du spectacle en France. Le fameux truc qui fait peur quand tu cherches un appart. Je sais de quoi je parle. Et c'est-à-dire que, imagine-toi, c'est comme au cinéma, si tu es un acteur et que tu vas jouer un petit rôle dans l'épisode 2 de Loki, je te le souhaite, tu vas aller là-bas le temps du tournage, donc ça peut être 1 semaine, 4 mois, j'en sais rien. Après, pouf, tu te retrouves sans emploi. Ou alors, Marvel va te proposer une autre série, je te le souhaite, encore. Et si c'est pas Marvel, en tout cas, tu te retrouves sans emploi et tu vas prendre un autre studio. Donc en fait, on est constamment sur des missions. Moi, par exemple, mon record personnel, je pense que ça a été 8 mois dans un studio. J'ai jamais fait plus de 8 mois, pardon. Et donc en fait, on baroude pas mal. On change pas mal de studios en fait. Et comme après, en tout cas en France, à Paris, bientôt en Normandie, en tout cas à Paris c'est un petit milieu le dessin animé, en fait au bout d'un moment, je vais pas dire que tu as fait le tour des studios, mais tu as fait les principaux, tu sais que tu as un pote qui bosse sur tel prod, qui te dit qu'en septembre il y a tel projet qui va démarrer, et du coup ça bouge beaucoup. Voilà. Cool, next.
Super. Question suivante. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais plus une question pour Étienne également. Déjà, j'ai vu un peu au niveau du travail de storyboarder dans les différents plans que tu nous as montrés. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi clean, en fait, le storyboard. Et dans Miraculous, on a vu que c'était beaucoup... il y avait pas mal d'intervalles, enfin, il y avait les intervalles étaient faits, les cadrages qui étaient faits également. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait également dans les autres pays, enfin dans les autres productions, où c'est spécifique vraiment, genre si c'était une grosse production pour Miraculous, quelque chose comme ça. Et il y a deuxième petite question également, c'était que j'étais étonné aussi de voir que c'est un storyboarder devait vraiment savoir tout faire, que ce soit vraiment des plans d'action, autant que ce soit des plans vraiment... on va dire un peu fixe. Est-ce que c'est vraiment tout le temps le cas comme ça, ou il doit s'adapter à tout style de production, tout style d'animation? Alors, première question, donc première réponse. Moi, je ne suis pas forcément un exemple à suivre, parce que si les trucs que j'ai montrés ils sont assez poussés, c'est aussi principalement parce que j'ai eu envie de me faire kiffer à un moment donné. Parce que le truc, c'est que quand tu fais du storyboard, tu es souvent sur des dessins rough. T'as pas trop le temps ensuite dans ta vie perso de redessiner pour toi, parce que t'es crevé le soir et les week-ends. Et donc en fait, au bout de plusieurs années, quand tu te rends compte que les seuls trucs que t'as à montrer, c'est des espèces de bonhommes patates dégueulasses, bah, en fait, à un moment donné, t'as aussi envie de te faire du bien. Ensuite, bah voilà, moi je vous ai choisi des trucs assez jolis, hein. J'ai des trucs beaucoup plus dégueux, tu vois, dans tout mon portfolio. Donc non, en studio, on va pas te demander de pousser à ce point-là. Par contre, si tu le fais, on va jamais te freiner. On va pas te payer plus, mais on va pas t'empêcher de le faire. Voilà. Et dans les autres pays, alors le storyboard au Japon, ça je peux pas en parler, parce que j'ai fait de l'animation au Japon. Aux États-Unis, ça commence à être un peu pareil en fait. C'est de plus en plus, on va sur des storyboards qui, enfin honnêtement, des fois, t'as l'impression de regarder l'épisode en noir et blanc en fait. Tellement que c'est poussé, tellement que c'est clean, que c'est détaillé. Et ta deuxième question, eh ben j'ai oublié. Et il n'y a plus le micro. Ouais. C'était, est-ce que tous les storyboarders, ils doivent vraiment... Ah ouais. Être éclectique. Non, alors après, non, là c'est pareil. Moi j'aime vraiment les trucs d'action, j'aime les trucs d'émotion assez fortes. Tout ce qui va être des scènes un peu neutres de dialogue, je suis nul à chier en général. Donc après, étrangement, moi je fais beaucoup de liens entre le métier de storyboarder et le métier d'acteur. J'ai pas été acteur, pas dans cette vie en tout cas. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des affinités. Et ça va commencer à se savoir. C'est-à-dire que si sur ton portfolio, tu n'as que des trucs d'action, bon bah on va t'appeler pour des trucs d'action, en fait, c'est assez logique. Mais on te demande pas de savoir absolument tout faire. Voilà. Ouais, ensuite, après, bon, de toute façon, tu te diversifies aussi par toi-même au bout d'un moment. Mais tu as quand même, je pense comme un acteur, tu vois. C'est-à-dire qu'un acteur, il va pas pouvoir tout jouer, sauf le mec de Breaking Bad. Mais voilà, t'as quand même tes affinités au bout d'un moment qui se créent. Bonjour, petite question personnelle. Cette année, en fin d'année, je rentre en prépa animation et je voulais savoir si vous avez des conseils pour les études. Voilà. Alors, pour moi, le conseil, c'est pour en tout cas progresser dans votre dessin, c'est de faire du dessin d'observation, c'est tenir un carnet de croquis, mais tout le temps, et de dessiner ce que vous voyez. Dessiner le réel, c'est le plus important et c'est ce qui va vous faire vraiment progresser. Donc, voilà, tenez votre carnet de croquis, mais tous les jours, vous l'avez tous les jours avec vous et un croquis minimum par jour. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est j'aime bien choisir une séquence d'un film en vue réelle que j'aime bien. Et ça, c'est un exercice aussi que je donne aux étudiants et que j'adore. Et voilà, une petite séquence, 10-12 plans, vous me chronométrez sur un carnet format A5. Alors, faire attention au format du 4, suivant le film que vous choisissez. Vous allez être en cinémascope ou en 4 tiers, ou voilà. 4 tiers. Donc, il faut faire attention d'abord à bien poser votre cadre. Et après, vous dessinez chaque plan. 10-15 minutes, pas plus, ça va vous faire travailler la compo, le personnage dans l'environnement, la lumière, et vous allez aussi progresser. Et du coup, vous allez aussi voir comment le metteur en scène a enchaîné les plans, les cadres, et comment il a raconté l'histoire.
Et voilà, donc vous progressez sur les deux plans. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord, un max de dessin, d'observation. Alors tout ce que je dis, c'est mon ressenti, hein, chacun a sa vérité. J'ajouterais à ça, attention à pas trop se prendre le chou sur trouver ton style. Parce que moi je vois souvent des jeunes qui veulent à tout prix avoir leur style, donc généralement c'est du sous Robert Vallée, ou enfin bref, c'est le sous quelque chose qui est à la mode en ce moment. Et en fait le style c'est comme une écriture, quand tu vas écrire, si on écrit encore à la main de nos jours, mais quand tu vas écrire, tu n'es pas en train de te dire c'est quoi mon écriture, c'est juste ce qui sort en fait. Et je pense que pour un style de dessin c'est pareil, c'est cette question, si jamais elle arrive vraiment à la toute fin. Ton style il va arriver de tes dessins d'observation, de quand tu vas dessiner les gens, des cours de nuit ou dans le métro ou dans les bus ou quoi que ce soit. Donc un max d'observation, il faut bouffer de l'observation, c'est le solfège du dessin. Je dirais, alors après si on part plus dans du dessin de personnage ou de storyboard ou d'animation, de favoriser l'observation rapide, des dessins de 30 secondes, 1 minute, où là tu débranches ton cerveau, tu passes en ultra instinct pour ceux qui regardent Dragon Ball Super. Ce n'est pas mon cas. Et le dernier truc que moi j'ajouterais, c'est peut-être un peu olé olé, mais il n'y a pas que les gobelins dans la vie. Oui. Moi c'est un truc que j'aurais vraiment souhaité qu'on me dise à l'époque. Maintenant ça change parce qu'il y a de plus en plus d'écoles, mais en tout cas moi je sais que de mon temps, il y avait une espèce d'obsession d'élitisme sur les gobelins, et tu avais l'impression que si t'as pas fait les gobelins, t'étais la merde d'une mouche, quoi. Et moi, ça m'a pris beaucoup d'années, en fait, de dépasser. Même en commençant à bosser, il m'a fallu beaucoup d'années pour dépasser ce complexe. Donc vraiment, s'il y a un truc que j'ai envie de dire avec plein d'amour à tous les gens qui visent un métier dans le dessin animé, tu peux avoir une vie sans les gobelins. Voilà. Et il y a l'animéa maintenant. Et voilà. D'accord, alors apparemment c'était la même question. C'est une question pour Étienne. Comme tu as bossé en France et aux États-Unis, et qu'on sait que la série, c'est souvent des délais très très courts par rapport au long métrage, c'était de savoir si tu avais senti une vraie différence entre les productions françaises et les productions américaines. Yes. Pour te donner un ordre d'idée, Last Man. Last Man, on avait des épisodes de 11 minutes à peu près. Et au storyboard, on avait 3 à 4 semaines pour le faire. Donc avec, comme tu l'as vu, un dessin quand même assez précis, etc. Quand j'étais sur Glitchtex aux États-Unis, c'était des épisodes de 26 minutes, mais on était 3 storyboarders dessus. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais que 6 ou 7 minutes, et j'avais 6 semaines pour le faire, et j'étais payé 4 fois plus. Donc en fait, si la principale différence, c'est que j'ai commencé à avoir une vie en fait aux États-Unis. C'est-à-dire que je travaillais pas le soir, je travaillais pas le week-end, et souvent je travaillais pas le matin non plus. Mais ça faut pas le dire. Voilà. Donc oui, très très grosse différence. Et la principale différence, elle vient du fait qu'il y a beaucoup plus de thunes en fait aux États-Unis. Donc il y a plus de délais, et voilà. Très bien, on va passer à la dernière question. Bonjour, moi j'avais une question, c'était pour les deux, pour Étienne et Hélène. C'était après l'école, comment postuler auprès des boîtes pour vos différents métiers en fait? Alors, je vais pas te mentir, c'est la période la plus ingrate, hein, parce que c'est ce fameux truc où on te demande 2 ans d'expérience, mais toi tu sors d'école. Moi le conseil que je donne et que je donnerai jusqu'au cimetière, c'est que faut bouffer des stages en fait. Je pense que les stages c'est le meilleur moyen de mettre un pied dans le milieu, parce que c'est techniquement ce que tu fais. Parce que oui, après t'envoies ton portfolio, t'as des candidatures spontanées, tu réponds à des offres, mais quand t'as quelqu'un en stage en fait, tu vois son énergie, tu vois s'il a la dalle, et ça va souvent beaucoup plus parler qu'un Tumblr ou qu'un Instagram. Donc peu importe l'école où t'es, fais un max de stages, voilà. Sur les dernières années, les stages d'été, ou je sais pas comment ça marche, mais ouais, moi je recommande le stage à fond. Ouais. Moi aussi, c'est le stage. Ouais. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que ça a démarré, en tout cas. Stage, et puis après, effectivement, en stage, tu as une boîte. Moi, à l'époque, c'était Saban. Il m'avait vu en stage, il m'avait vu bosser, et puis du coup, première production, c'était Princesse Sissi.
Non, mais là, c'était... c'était pas terrible en plus. Hein. C'était... voilà, mais c'était la première expérience. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Souvent, les premiers... alors, enfin, je sais pas, mais démarrer par du board, c'est quand même aussi... souvent, les premiers jobs, ou soit c'est d'être assistant, il y a encore un peu... Pour le board, ouais. Tu fais du clean de board. Ouais, du clean de board, faire du clean de board, mais on apprend en même temps, comme ça. Souvent aussi, le métier par lequel on démarre, c'est les props. Bon, les props, en fait, c'est un peu la dernière roue du carrosse, souvent, mais finalement, c'est très chouette de faire du props. Alors, le prop, c'est tout ce qui est objet. Voilà. Ouais. C'est les objets. Et ça peut être une baguette magique, un crayon, une fourchette, à un super vaisseau spatial, un truc... Enfin, voilà. Donc, prop, c'est quand même... c'est chouette parce qu'on voilà, on a des petits objets à dessiner ou des très grands qui vont être très importants dans le projet. Et c'est une bonne manière de démarrer par le props. Le props, c'est, voilà, comme ils vont être animés, il faut dessiner l'objet sous toutes ses formes. Voilà. Question. Oui, une question. Pas oublier les FX aussi, pardon, pas oublier les FX. Il y a des très bons créations de FX ou animateurs de FX, c'est super aussi. On oublie ça. Hein. Alors, j'avais une question, c'est peut-être bête, mais est-ce que vous avez le temps, vous, de suivre du coup les actualités ou des sorties d'animation? Et si oui, mais je pense que non avec le taf. En fait, bah si, moi comme tout le monde, je mate Netflix le soir, tu vois. Surtout quand il y a des pandémies mondiales. Après, moi par exemple, c'est vrai que la production française, je la regarde pas trop, on va pas se mentir, tu vois. Donc, mais si, ouais, non, si. Enfin, tu sais, on est des gens comme les autres. Par contre, non, à la rigueur, ce qui peut être relou, c'est que, enfin, moi, en tout cas pour moi, tu vois, c'est que quand je mate des séries, je suis hyper critique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi, pour que vraiment je me mette à fond dans un truc, il faut que le kiff il soit maximal. Parce que si c'est pas le cas, tout de suite, je vais commencer à me dire, genre, ah putain, je l'aurais pas fait comme ça. Puis après, tu commences à réfléchir, et puis en fait, des fois, je me dis, ah ça y est, ça fait une demi-heure que je suis plus le truc, quoi. Mais sinon, ouais, non, si. Enfin, pour moi, en tout cas. Et toi? Ouais, alors moi, je regarde peu de séries, en fait, parce que le fait d'en faire tout le temps... alors maintenant que j'ai l'école, et je m'en éloigne un petit peu du boulot de 8 heures par jour de la série, je vais peut-être un peu plus en regarder, mais je regarde plus de cinéma vu réel. Et puis par contre, je suis beaucoup film d'auteur. Et puis la grosse bouffée, on a été privé pendant 2 ans, là, mais c'est Annecy. Parce que là, du coup, hop, on voit d'un coup un grand panorama de toute la création internationale. Et puis on voit plein de courts-métrages. Et là, avec plein de, justement, des films expérimentaux, des narrations différentes, enfin voilà, du coup ça ouvre un peu, donc il y a Annecy, mais il y a le festival de l'AFCA, il y a plein de festivals maintenant où vous avez moyen de voir des films que vous ne verrez pas sur Netflix ou à la télé ou ailleurs, et aller dans les festivals, aller dans les salles de cinéma, voir des projections de courts-métrages, parce que ça c'est, waouh, vous allez voir de tout, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Non. Alors écoutez, merci beaucoup d'être venu nous exposer vos métiers. J'espère que ça vous a plu. Merci. On peut les applaudir. Merci à vous.